Merci Jean-Luc, merci à toutes et tous d'être là. Cette année, c'est une belle promotion en tout cas. Jean-Luc m'a contacté pour vous présenter, il m'a proposé ce sujet-là et puis j'avoue que c'est une thématique que je trouvais aussi intéressante de traiter. C'est comment faire une bonne bière sans alcool. Bon, déjà, en premier lieu, une bière sans alcool. On va voir ensemble comment y arriver. Donc pour remettre un peu le contexte, déjà, depuis quelques années, on voit qu'il y a une tendance à faire un peu plus gaffe à sa consommation d'alcool. On essaye de boire moins, mais mieux. Des fois, des personnes aussi ne boivent pas tous les jours de la semaine, et tant mieux, hein. Et il y a même aussi cette mode du Dry January qui arrive, et aussi une recherche de bière sans alcool, en fait, notamment à ce moment-là, mais pas que. On pense aussi aux gens qui peuvent moins boire d'alcool ou en grossesse, même si on va voir que, attention, il peut quand même y avoir un peu d'alcool dedans. Que les bières à haute densité, c'est bien, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile à boire. Il y avait déjà un peu une recherche de bières dites session depuis quelques années, et puis on voit aussi apparaître le terme micro ou bière de table, voilà. Si vous passez des fois en supermarché au rayon bière, voir ce que font nos amis industriels, vous pouvez voir qu'ils sont présents sur le marché. Souvent, vous voyez des étiquettes avec 0.0. Voilà, c'est un peu ce genre de bière-là qui va s'agir. Et enfin, les brasseries artisanales, elles essayent aussi de s'aligner un peu dans la course là, et proposer des produits avec peu ou sans alcool. Donc voilà un peu pour le tableau. Ce que je vous propose, c'est de commencer avec la définition. C'est Légifrance, hein. On va faire simple. Donc déjà, une bière, on rappelle, c'est fermentation alcoolique d'un mou. Il faut qu'il y ait au moins la moitié, donc 50% du poids de matière première, qui soit une matière amylacée, donc du malt d'orge, de blé, enfin voilà, une vraie matière et pas du sucre. Et la bière sans alcool, donc là c'est pour la France, retenez bien qu'on peut aller jusqu'à 1,2% en alcool. En France. Donc voilà pourquoi je faisais une petite diapo là-dessus, vraiment sans alcool, parce que en France on voit qu'on peut aller jusqu'à 1,2. On va dire que c'est pour l'exception culturelle française. Voilà, hein, le terroir. En Allemagne, en Belgique, en Suisse, aux US et dans beaucoup de pays du monde, on va souvent voir cette limite à 0,5. Et dans certains pays d'Europe ou pas très loin, il y a même une tolérance qui est encore plus basse à 0,1, notamment aux Pays-Bas, en Angleterre. Et là, on parle aussi de dénominations qui sont changées pour vraiment avoir le terme alcool free. Sinon, on va plutôt parler de low alcool. Donc voilà, pour résumer, c'est un peu un flou artistique. Actuellement, la législation, les pays peuvent faire ce qu'ils veulent. En Europe, il n'y a pas d'harmonisation pour le moment, même s'il y a des lobbies ou des groupes qui en parlent. À l'heure actuelle, je n'ai pas trouvé de texte qui impose ce 0,5. Mais bon, vu qu'il y a pas mal de pays qui l'ont déjà imposé, ce ne serait pas impossible que la France ait à s'aligner dans quelques temps. Au niveau de la dénomination des bières sans alcool, on retrouve un peu tout et n'importe quoi. On voit souvent micro, par exemple, micro IPA, micro bière, bière de table, depuis souvent, hein, pour peut-être les plus anciens ici, vous avez peut-être connu la bière en trois quarts, là, bouteille consignée et tout ça, qu'on limite on servait aux enfants à table, ouais, ou en 1 litre, ouais, voilà. Bon, j'ai pas connu ça, mais voilà, il y a quelques temps, à la cantine, il y avait le pinard et il y avait la bière. On appelait ça la bock. La bock, ouais. Sinon, côté pays anglo-saxons ou autres, dans le jargon technique, on va dire, on va retrouver les termes NABLAB, NOLO ou encore NALA, enfin bon, tous ces acronymes pour dire non-alcoolique ou low alcool, quoi, en fait. Dans une classification, si on doit classer un peu le sang ou avec peu d'alcool, chez nous, on voit les termes souvent sans alcool ou non alcoolique beer dans les pays anglo-saxons, ou encore le terme 0,0. C'est celui-là qu'on voit vraiment sur les packs des Indus.
C'est vrai qu'on pourrait discuter des termes et ce serait bien quand même de vraiment séparer le terme sans alcool ou vraiment très très négligeable en alcool et du bière peu alcoolisée, quoi. Donc il faudra arriver à trouver des noms, ce serait quand même bien, et puis enfin arriver à avoir quelque chose d'uniforme aussi entre les pays et tout ça, c'est vrai que ce serait un peu plus pratique pour tout le monde. Sinon, en termes de goût, parce que bon, c'est bien beau de faire de la bière sans alcool, mais si c'est pour faire un produit insipide, ça ne sert pas à grand chose, autant boire autre chose. Très souvent, les travers qu'on voit dans ce genre de bière, on les trouve sucrés car il reste encore beaucoup de sucre résiduel non fermenté ou des sucres rajoutés. Souvent, forcément, comme il y a peu de matières premières mises en œuvre, il y a peu de corps. Et l'alcool, ça aide aussi à percevoir la sensation d'avoir le corps de la bière. Donc comme il n'y en a pas, enfin peu, tout de suite on a ce goût flotteux, entre guillemets, qui peut apparaître, quoi. Souvent elles sont fades aussi car il y a moins de composants aromatiques et ça on va le voir après pourquoi en fait, parce que c'est en partie perdu lors de la désalcoolisation. Et la problématique de ces bières, c'est via la fermentation qui est faible, faible en termes de densité et de sucre consommé et donc de composants consommés aussi. On va se retrouver avec une présence d'aldéhyde un peu plus forte dans la bière, ce qui donne des goûts un peu plus végétaux. Donc pour commencer vraiment à creuser la thématique, déjà on va voir comment est-ce qu'on réalise une bière sans alcool. Donc sans surprise, le brassage d'une bière sans alcool, il faut partir d'une bière classique. Donc bon, si vous êtes ici, je pense que le brassage de la bière n'a pas trop de secret pour vous. On va pas revoir tout le process, mais en gros, ça va être tout pareil qu'une bière avec alcool, mais on va procéder à une désalcoolisation. Des procédés de désalcoolisation, il y en a plein, mais très souvent dans la pratique industrielle, on va dire, il y en a 3 qui sortent du lot. La première, c'est la distillation sous vide. La distillation sous vide, ça consiste à, comme son nom l'indique, à mettre la bière en condition de sous pression. Et on va la faire chauffer à 40 degrés. Le fait que ce soit sous pression, le seuil d'évaporation de l'alcool, il va descendre. Il ne sera plus vers les 70-80 degrés, mais justement, il va pouvoir se faire à 40 degrés. Et donc en fait, c'est une distillation comme si on faisait de l'alcool. Et le problème, c'est qu'on va aussi à ce moment-là évaporer les composés aromatiques qui sont présents dans la bière. Et donc, on va se retrouver avec une bière désalcoolisée, certes, mais on va avoir aussi retiré une bonne partie des composants aromatiques. Donc la problématique, c'est que derrière, il va falloir aller bidouiller sa bière finie pour lui rajouter des arômes. Rajouter des arômes de houblon, par exemple, ou voilà, tout ce qui s'est barré, des esters, si on veut avoir le côté levure et tout ça, quoi. Donc derrière, il y aura quand même de la manipulation encore à faire. Le deuxième procédé qu'on retrouve en brasserie, c'est l'osmose inverse. Donc là, cette fois, ça se fait sur une bière plutôt froide et on va utiliser une membrane dans des conditions aussi de haute pression. Cette membrane, elle est perméable à l'eau et cette fois, elle va permettre aussi à l'alcool et aux petites molécules de composants aromatiques de passer à travers cette membrane. Les molécules plus larges, ça va rester. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que petit à petit, la membrane, elle évacue tout ce qui est eau, alcool et petits composants. On va se retrouver du coup de l'autre côté de la membrane avec un concentré de bière en fait. Et pour favoriser cette élimination de l'alcool, on va devoir rajouter de l'eau à tout ça. Donc en gros, ça se fait un peu en circuit fermé pour la bière et on rajoute de l'eau pour progressivement arriver à éliminer l'alcool. Donc ça, pour aller faire une désalcoolisation à 100%, c'est compliqué parce qu'on va aussi faire un retrait des arômes quasiment à 100%. Donc ça va permettre de réduire un taux d'alcool, mais pas de faire une bière 0,0 avec ce processus-là. Et derrière, on va se retrouver avec un concentré de bière. Donc comme tout à l'heure, il va falloir aller retravailler ce concentré de bière pour en refaire un goût de bière à peu près normal. Donc en rajoutant de l'eau avec les profils d'eau qui vont bien et puis les composants du houblon et tout ça, voilà, si on veut faire ça.
Donc c'est pas forcément la meilleure des méthodes. La moins pire des trois méthodes que je vais présenter, c'est celle-là, c'est la distillation osmotique. Donc c'est un peu le même procédé que celle d'avant, encore avec une membrane. Mais cette fois, déjà, ça ne se fait pas en condition de mise sous pression. Et on peut travailler aussi à température normale. Il y a encore un processus d'ajout d'eau, mais cette fois, il se fait à l'intérieur d'une membrane cylindrique. Donc on consomme moins d'eau que sur la technique d'avant. Et surtout là, on va éliminer que l'alcool via bon, on va pas faire trop de chimie, mais en gros le principe de différence de phase. Et l'alcool, en fait, il va passer du côté de la bière, de l'autre côté de la membrane, avec l'eau qui circule dans le tuyau. Donc là, ça permet d'éliminer principalement l'alcool. Il y a quand même des petits composants qui passent, mais on se retrouve avec un produit fini qui est quand même de meilleure qualité et qu'on n'aura pas trop besoin d'aller retravailler. Pour information, c'est souvent cette technique-là qui est utilisée dans le vin aussi pour réduire le taux d'alcool d'un vin. Voilà. Je mettrai des liens en fin de présentation avec d'autres techniques. Enfin, si vous voulez creuser ces techniques-là, il y a des sites qui expliquent bien le détail de tout ça. En tout cas, on voit que c'est compliqué pour les brasseries artisanales et encore plus pour les amateurs d'arriver à avoir accès à ces techniques-là, où il faut passer par des prestataires. Donc, il va falloir trouver des alternatives. La première des alternatives, c'est déjà de naturellement essayer de faire un produit avec peu d'alcool. Donc, ce que techniquement, on ne pourra pas faire une bière 0,0. Et attention aussi, le terme légal que j'avais présenté au début, il faut que ce soit un mou fermenté pour que ça ait le nom bière. Donc, quelque chose qui est bidouillé à partir d'une limonade ou autre, ça ne peut pas s'appeler bière. Voilà. Donc on va voir ensemble comment faire en tant que brasserie artisanale ou brasseuse amateur, comment faire pour arriver à faire une bière la plus légère en alcool possible et si possible rentrer dans le terme légal de la dénomination bière sans alcool, quoi. Je vais vous expliquer comment faire les deux. Enfin, de toute façon, après, c'est qu'une histoire de concentration en alcool. Donc déjà, on va voir les différentes thématiques là. On va commencer avec le choix de la base maltée. Bon, je vous apprends rien, mais déjà pour faire une bière, c'est la base maltée qui va définir le taux d'alcool, principalement. Donc plus on charge en amylacé, en malt ou en sucre et tout ça, et plus on aura un taux d'alcool qui va potentiellement grimper. Donc déjà, pour faire une bière low ABV, il est conseillé d'aller utiliser une densité initiale entre 1010 et 1030 à peu près. D'utiliser des maltes de bonne qualité parce que bon, comme il y a peu de corps, peu de matière, il va falloir qu'on ait le goût le plus puissant possible dans la bière. Là, on n'hésite pas à aller utiliser des maltes Cara, du sucre, enfin des trucs sucrés, rendus sucrés, genre le Cara Pils, du Munich, voilà, toutes sortes de cristal, enfin des maltes qui vont avoir naturellement, enfin du fait de leur transformation, plus de dextrine ou de sucre, de sucres qui sont déjà transformés et non pas de l'amidon en fait. On peut aussi faire des infusions de grains spéciaux et aussi utiliser les grains torréfiés pour la couleur et puis pour le goût. Très important aussi, ça va être d'utiliser des céréales qui sont riches en sucre comme le flocon d'avoine ou le seigle pour vraiment booster le corps de vos bières. Et derrière, bon, faut quand même penser qu'il faut des enzymes pour la transformation, parce que ça reste quand même un brassage, empâtage-brassage classique. Donc il faut quand même des maltes avec une capacité diastatique présente, quoi. Donc quand même du Pils, du Pale, du Vienna, du Munich, voilà. Des maltes qui ont ces enzymes-là. On peut aussi ajouter du lactose, de la maltodextrine dans la bière finie si on a besoin d'avoir plus de corps. L'empâtage, ça va être le point clé aussi de la réussite de votre bière sans alcool. Pour rappel, c'est deux enzymes principales qui vont travailler pendant
pendant l'empâtage. L'alpha-amylase qui, elle, va plutôt transformer l'amidon en sucre non fermentescible. Donc on va retrouver entre autres des dextrines, la maltodextrine qui sera créée par cette amylase. Et sinon du maltotriose, du maltose et du glucose aussi, mais à plus petite dose. C'est surtout la bêta-amylase qui, elle, va générer des sucres fermentescibles, notamment du maltose. Donc pour éviter d'avoir trop de sucre fermentescible dans son mou, il va falloir jouer avec les courbes de travail de ces amylases et notamment d'aller chercher à faire un empâtage à haute température, voire même très haute température. On va voir qu'on va aller dépasser un peu ce qui peut paraître logique et conseillé dans un brassin traditionnel, histoire de vraiment pas ou peu activer la bêta-amylase. On va vraiment privilégier le fonctionnement de l'alpha-amylase. A l'inverse, on pourrait se poser la question, est-ce que si je vais travailler à très basse température, ça marche? Alors, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Le problème, c'est qu'on ne convertit pas l'amidon, donc on risque de se trouver avec des bières troubles et des bières pleines d'amidon, et on n'aura pas vraiment le travail des amylases aussi derrière. Donc, ce n'est pas conseillé. Ce graphique-là, vous l'avez peut-être déjà vu plusieurs fois. Mais en gros, il récapitule un peu les plages de fonctionnement des deux enzymes. Donc comme on voit, on va aller chercher le travail de l'alpha-amylase, mais plutôt sur la pente descendante. Donc plutôt à partir de 72, 74, 76, enfin après 72 degrés, on va dire, de manière à ce que la bêta-amylase, elle soit vraiment plus du tout fonctionnelle. Donc très souvent, vous allez voir par la suite qu'on va voir des schémas d'empâtage qui vont commencer à peu près à 74 degrés. Ici, j'ai mis un petit rappel des différentes chaînes de saccharides qu'on peut avoir. Donc en gros, ce qui est créé par ces amylases, voilà, donc tout ce qui est disaccharides, maltose, saccharose, tout ça, ça va être du très fermentescible, tout ce qui est en bas. Le maltotriose dans certaines conditions et les dextrines, pas du tout. Et tout ce qui est lactose, bon ça c'est des rajouts, mais c'est pas naturel entre guillemets, donc dans le malt en tout cas, donc c'est pas non plus fermentescible. Ici c'est un tableau que j'ai repris sur une étude faite par l'allemand. Donc eux ils ont fait cette étude, bon bah c'est avec leur souche de levure. Il y en a deux que vous connaissez peut-être beaucoup, c'est la London et puis la Winsord. C'est deux levures qui sont maltotriose négative, ce qu'on appelle donc le maltotriose, pour rappel, c'est le trisaccharide. Donc ces levures-là, elles vont être capables de consommer, je vais remettre mon tableau d'avant, tout ce qui est sur le bas de tableau, donc tout ce qui est en glucose, fructose, maltose, saccharose, mais justement pas le maltotriose. Donc c'est intéressant parce que déjà, on va voir qu'avec ces levures-là, maltotriose négative, on est capable de réduire l'efficacité, enfin l'atténuation de la bière en fait déjà en jouant avec cette souche de levure. Ensuite on voit qu'avec le travail d'empâtage sur la colonne mash time, on voit que plus on va monter en température et plus on va descendre le potentiel en alcool aussi de la bière. Donc on voit que sur les deux lignes en vert, c'est là où on a le meilleur, le meilleur entre guillemets. Si on veut faire une bière sans alcool, c'est là où il va falloir aller jouer, c'est à peu près entre 82 et 86 degrés pour l'empâtage, de manière à avoir vraiment le taux d'alcool potentiel le plus réduit. Ils ont développé entre-temps, je pense que c'est la souche Lona, parce que j'ai retrouvé la fiche technique. C'est une souche qui malheureusement n'existe pas en 11 grammes. Ils la vendent qu'en 500 grammes, mais pour les pros ou ceux qui veulent détailler ou faire du lobby auprès de l'allemand pour qu'il la sorte en 11 grammes, il y aurait cette souche Lona qui, elle, est vraiment capable d'avoir un résultat très 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 faible en alcool. Donc c'est intéressant. Elle est pas... si c'est en vert, pardon. C'est sur les lignes vertes aussi. Et en orange, c'est la... Ouais.
Elle est dans la negative strain, c'est là. Ouais, ils n'ont pas mis son nom, c'est la dernière colonne. Non, parce que sur ce tableau-là, il ne précisait pas, je ne sais pas s'il faisait encore un flou artistique sur le nom de la levure ou pas, ou qu'elle n'était pas officiellement sortie, mais ils n'ont pas mis le nom. Mais bon, depuis, on trouve cette référence-là. Donc je suppose que c'est cette souche-là. Le choix de la levure, ça va être aussi le troisième point clé important. Donc comme on dit, il faut aller chercher une levure qui a un faible taux d'atténuation et qui évite de consommer le maltotriose, si possible aussi. Et il y a même des levures qui ne consomment pas du tout le maltose, comme la souche Lona notamment. Mais il y en a d'autres que je vais vous présenter sur la diapo d'après. L'utilisation d'une levure pour la bière faible en alcool, c'est intéressant aussi de chercher des souches, c'est ça, qui ne consomment pas tous ces sucres. On va voir qu'il y a d'autres problématiques par la suite. Il va falloir faire extrêmement gaffe sur le schéma de fermentation pour ne pas induire des levures parasites dans le processus. Faut faire attention aussi parce que les bières, les levures qui ne consomment pas tous les composants sucrés, du coup on va se retrouver avec des fermentations qui peuvent être plus lentes, un pH qui va varier différemment. Et aussi, on a vu avant que les aldéhydes ne sont pas forcément consommés aussi. Il y a d'autres problématiques, entre guillemets, de faux goût qui peuvent apparaître dans la fermentation. Il faut aussi apporter un peu plus de nutriments sur les levures, sur ces levures-là, parce que comme il y en a peu dans le mou, il va falloir artificiellement leur en apporter. On trouve des références de nutriments maintenant sur les sites de vente en ligne de matériel et ingrédients. Il leur faut notamment du zinc, il y a pas mal de trucs de toute façon qui sont conseillés pour les levures. Et ça évite les faux goûts aussi. Là j'ai fait un petit récap de quelques souches de levure qu'on peut trouver. Levure sèche, il y a celle que je parlais juste avant, Winsord et l'allemand, qui elle ne consomme pas le maltotriose. Et sinon, ce qui est souche, l'allemand, Lona, Fermentis, c'est la Savebrew LA01 aussi. Donc elle aussi, elle n'est pas vendue, je crois, en petit conditionnement. Et celle-ci, elle ne consomme pas le maltose et le maltotriose. Donc là, elles vont vraiment consommer les sucres simples. De ce fait-là, on peut arriver à des atténuations genre de 20%, voire même pas. Donc on arrive vraiment déjà à des trucs intéressants pour avoir quelque chose de faiblement alcoolisé. Du côté des liquides, les plus connus, je ne vais pas leur citer les noms tordus là, mais la plus connue c'est la première, Saccharomyces Code Ludwigi. Celle-là, ça fait longtemps qu'elle existe et elle a l'air d'être pas mal utilisée aussi. Après, dernièrement, en regardant un peu des recettes, je vois qu'il y en a qui utilisent toutes sortes de souches de levure, mais ils vont jouer sur une base maltais vraiment très 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 faible. Donc ça ne permet pas de faire du sans alcool au sens légal du terme, mais de faire quelque chose à 1-2 degrés. Donc si ça vous va, vous pouvez aussi utiliser vos souches de levure préférées, entre guillemets. Alors, on parle de fermentation, je vous apprends rien, mais si vous êtes adepte de la refermentation en bouteille, du resucrage en bouteille, vous pouvez vite voir que ça apporte pas mal de sucre aussi. Donc si vous voulez faire une bière faible en alcool, attention, si vous faites du sucrage bouteille, ça peut vite lui rajouter quasiment un demi-degré. Donc vaut mieux aller utiliser du matos pour faire de la force carb ou faire du keg. Voilà. Donc déjà techniquement il faut avoir accès à ce matériel, c'est mieux. Ensuite, au niveau gustatif, ça c'est valable pour toutes les bières, mais encore plus pour les bières sans alcool. Sans alcool, comme il n'y a pas beaucoup de corps, il va falloir aller travailler un peu le profil d'eau pour modifier le ratio chlorure-sulfate de manière à faire sortir le côté maltais de la bière. Enfin, c'est si on veut, mais ce sera quand même conseillé vu qu'il n'y a pas beaucoup de corps, en boostant les ions chlorure.
au profit du sulfate qui lui va plutôt refaire sortir l'amertume du houblon. Donc ça se passe en rajoutant du CaCl2, du NaCl, enfin du sel, ou du chlorure de potassium si vous voulez, un peu comme pour les NAIPA et tout ça. Et chercher à les taper à un ratio, un rendu de cette balance qui est plutôt dans le très maltais, donc en dessous aux alentours de 0,5 par exemple. Et d'avoir des concentrations d'au moins 50 ppm pour chacun de ces ions-là. Point important, ça va être le pH, parce que ça c'est valable aussi pour toutes les bières, mais encore plus pour le sans-alcool. On va voir aussi pour des raisons sanitaires, mais du fait qu'il y ait moins de matières premières, le pH il va varier différemment. Et surtout, en fait, le pH de la bière après ébullition, il sera peut-être pas forcément au pH normalement conseillé avant fermentation. Donc, il y a plusieurs solutions à ça. C'est déjà de faire le contrôle de pH aussi pendant le brassage et avec l'eau de rinçage. Et après, de contrôler aussi après ébullition et de compenser si besoin avec de l'acide lactique ou de l'acide phosphorique, enfin voilà, votre acide préféré. C'est possible de faire un kettle sour si vous voulez, hein, donc c'est pour ceux qui sont adeptes des sour beers. Ça marche bien aussi et ça va apporter ce petit côté lactique à la bière aussi et ça va lui donner ce goût lactique, ça va lui donner du goût. Bon, ça va pas marcher forcément sur tous les styles de bière, mais voilà, ça fonctionne aussi de faire une low ABV sour. Le houblonnage. Le houblonnage, il varie beaucoup en fonction du corps de la bière. Et aussi des styles de bière qu'on veut faire, mais là du coup comme du corps, il y en a très peu dans ces bières-là. Attention au dosage du houblon, on va se retrouver avec des doses qu'il va falloir réduire si vous ne voulez pas vous retrouver avec des produits qui sont complètement hop burn. Donc attention avec l'utilisation de houblon en amérisant. Éviter les grosses doses excessives. Après, en voyant les recettes, il y en a quand même qui mettent du houblon amérisant, mais faites attention quand même. Et éviter les grosses charges de houblon en dry hop, qui peuvent aussi apporter trop d'amertume. Il y a un ratio IBU sur densité qui est connu aussi dans la bière et qui permet un peu de vérifier si vous êtes dans les clous en termes d'équilibre. Donc pareil, il vaut mieux aller chercher un ratio entre 0,5 et 0,8 et après si vous faites une IPA, enfin micro IPA par exemple, là vous pouvez dépasser les 1 en regardant des recettes de micro IPA, très souvent ça dépassait les 1, donc ça après c'est le goût et les couleurs aussi, la notion, la perception de l'amertume, ça à vous de voir. J'ai fait une page sur la gestion de la fermentation, c'est un peu récap mais c'est important comme je disais. Vu que les levures qu'on utilise peuvent ou pas ne consommer le maltose, il va falloir faire extrêmement gaffe à l'hygiène et à ce qu'on n'ait pas de résidus de levure d'un autre brassin, par exemple, une levure Saccharomyces classique qui est capable de le consommer. Sinon, vous allez avoir des problèmes par la suite, notamment si vous faites de la mise en bouteille et que la levure repart une fois en stock et se met à consommer le maltose. Voilà, vous êtes bon pour les grenades. Donc aussi au niveau contrôle de la fermentation, vu que la bière a peu de corps, on peut se permettre de fermenter à un petit peu plus haute température de manière à sortir un peu plus d'ester sur les bières. Voilà, ça c'est aussi libre à chacun, hein, si vous voulez ce rendu-là. Du coup, pour éviter la prolifération bactérienne et aussi d'autres levures parasites, c'est conseillé, une fois que votre fermentation est passée, de cold crasher rapidement, histoire de ne pas avoir de développement par la suite. Mais on va voir que ça ne suffit pas et qu'il vaut mieux faire ceinture bretelle et d'appliquer quelques précautions sanitaires pour les bières sans alcool. Parce qu'on est sur des produits qui sont en dessous de 3 degrés et que de ce qu'on peut voir par des études ou autres,
les bières en dessous de 3 degrés ont du mal à avoir la stabilité microbienne, d'autant plus si le pH n'est pas assez faible, et d'autant plus s'il n'y a pas assez d'acide alpha du houblon. Donc en fait, qu'est-ce qui fait qu'une bière classique se conserve? C'est un peu le trio magique là, le pH, l'alcool et le houblon. Voilà, le houblon, c'est un conservateur naturel aussi, hein, c'est pour ça que la qualité des bières s'est améliorée depuis qu'on l'utilise historiquement. Donc pour les bières sans alcool, on voit que le faible taux d'alcool ne permet pas de protéger la bière, et surtout il peut y avoir des micro-organismes pathogènes qui se développent. Donc là c'est moins sympa. Conseil, c'est d'avoir un pH au moins inférieur à 4,6 avant la fermentation et qu'on soit bien en dessous de 4 après la fermentation. On va voir qu'il y a des techniques pour arriver à avoir cette stabilité microbienne. Et un stockage au frais est conseillé aussi pour éviter d'avoir un produit qui évolue trop dans le temps. Du coup, comment ils font en brasserie artisanale ou indus? Il n'y a pas de secret, ils vont avoir recours à la pasteurisation. De manière à tuer aussi toute présence de levure maltose négative. Enfin, si on n'utilise pas des levures maltose négatives, voilà, pour éviter qu'il y ait une prolifération de ces levures-là et qu'on se retrouve avec des grenades. Ça peut se faire via un tunnel de pasteurisation. Il y a aussi des sociétés qui proposent ces services-là. Sinon, en brassam ou même en brasserie artisanale, si vous n'avez pas des milliers de bouteilles à traiter, vous pouvez aussi utiliser un système de chauffe des bouteilles via un bain-marie par exemple. Viser à peu près 100 unités de pasteurisation. Donc ces unités de pasteurisation, ça dépend de la température et du temps qu'on passe le produit dans ce bain-marie en fait. Donc après c'est aussi des contraintes, plus on fait plus on fait chauffer le produit, plus aussi on l'altère, mais bon, de toute façon pour faire ce genre de produit, il n'y a pas trop le choix. Après si vous comptez le servir en keg rapidement, sous une semaine ou deux, je pense que c'est jouable sans faire ce traitement-là. Mais voilà, jouez pas avec le feu en tout cas. Et ensuite, je vous propose de regarder quelques exemples de recettes. Alors, j'ai été pris par le temps, j'aurais aimé vous ramener un exemple de bière avec faible en alcool. Le problème, c'est que moi, techniquement, j'ai pas de moyen de mise sous pression, donc j'aurais été obligé déjà de faire la refermentation en bouteille. Ça aurait été un peu compliqué. Mais voilà une recette de bière de table, c'est ma recette, voilà, je me suis inspiré un peu de ce qu'il y avait, de la théorie on va dire sur le sujet, et c'est voilà, la recette que je vous propose, celle que je brasserai en tout cas et celle que je compte brasser un jour pour faire une petite bière de table. Alors là c'est pour rester dans la légalité française entre guillemets, celle-là en essayant d'avoir un taux d'alcool à 1 degré. Donc au niveau matière première, on retrouve une base assez cara, donc en utilisation d'un malt cara Munich par exemple, des flocons d'avoine et du blé maltais. Voilà, sur la base, histoire d'avoir quelque chose d'assez rond. Le houblon, j'ai pris un petit Barbe Rouge, voilà, petit houblon français de la coopérative d'Alsace, qui est bien sympa, qui apporte des goûts de fruits rouges. Et en levure, ici, je pars sur la London de l'allemand, la London ou la Windsor, donc qui ne consomme pas le maltotriose. Au niveau de l'empâtage, je propose ici d'aller tester l'empâtage à 80 degrés. Donc on est vraiment aux portes de ce qu'on pourrait dire, ça va extraire les tanins et tout ça. Bon, il y en a qui l'ont fait, a priori ça marche. 45 minutes, ça devrait suffire, vu la dose de malt et tout ça, et que c'est des maltes maintenant qui sont assez bien transformés. Donc on voit qu'avec à peu près 1,2 kg de grains, on peut faire... voilà, ça coûte pas cher, ouais. On peut faire une bonne vingtaine de litres de bière, voilà, de bière faible en alcool, quoi. Au final, ouais, c'est pas la matière première qui coûte cher ici, presque, ce serait plus la main-d'œuvre et le processus de pasteurisation, la chauffe et tout ça, si on va au bout du processus.
Ici, je vous présente un petit exemple de micro IPA. Micro IPA, alors cette fois, je la fais en mode vraiment comme si je devais la vendre en Europe, donc à rester sous les 0,5. Pareil, toujours à peu près une vingtaine de litres. 33 IBU à peu près, hein, histoire de rester sur quelque chose de quand même amer mais cohérent. Cette fois sur une base plus claire, donc en jouant avec du Munich, du Maris Otter et puis du Carapils pour booster le sucre, un petit Citra ou n'importe quel houblon aromatique sympa, plutôt en fin début ou en whirlpool, hein, histoire de garder plutôt les arômes. Et puis cette fois en jouant avec la liquide, la Ludwigi. Base maltais qui est déjà le double quasiment au niveau poids de celle d'avant. On est plutôt sur une densité de 1027, alors que tout à l'heure c'était vraiment la moitié. Schéma d'empattage, cette fois je suis un peu plus classique, enfin ça reste haut, on est vraiment sur la fourchette haute de l'alpha amylase, mais voilà. Et puis on se fait un petit mash out quand même, histoire de chauffer un peu plus, mais ça c'est à vous de voir si vous le faites ou pas. Et puis voilà, normalement on arrive aussi à avoir quelque chose avec une... Ah, j'ai pas mis l'atténuation, mais de mémoire c'est genre du 20%, un truc comme ça, voire même peut-être moins, je sais pas, faudrait faire le calcul, j'ai oublié de le mettre. Ici, je vous propose une petite liste de bières sans alcool qu'on peut trouver en cave à bière. Je me suis principalement intéressé aux artisanales, hein. Les indus, je les aime pas trop. Ça, vous les trouverez en magasin. Donc voilà, on retrouve pas mal de références en cave à bière. Et pour en avoir goûté certaines, ouais, ça marche, c'est assez bluffant. Et puis pour finir, je vous propose une petite liste de liens. Bon là, vous pouvez prendre en photo si vous voulez, mais bon, la présentation, elle sera mise à disposition de toute façon, donc vous pourrez cliquer les liens directement. Ouais, surtout là, je les ai mis en vrac, mais en gros, je vous explique un peu si vous voulez. Ouais, je mettrai la présentation et puis je pense que je ferai carrément une page dans la rubrique Brassam sur la bière sans alcool aussi. En gros, c'est un peu les recherches sur l'allemand, les études et tout ça. Il y a une bonne étude de Fermentis aussi qui est pas mal. B2Beer aussi propose un peu une étude technique. Bon, c'est basé aussi sur l'allemand parce qu'ils sont partenaires. Les méthodes de désalcoolisation. L'étude sur la fiche technique de la levure Lona aussi, les levures White Lab, et puis après c'est des articles Toussaint, Beer Lantern qui expliquent aussi un peu la tendance sur les bières sans alcool et tout ça. Et puis Toussaint, ils expliquent aussi un peu comment ils sont amenés à créer leur micro IPA, voilà, qui est bien sympa. Et ensuite, il y a quelques études, des trucs en anglais aussi, un peu plus poussés. Et il y a un site que je vous recommande, c'est le ultralowbrewing.com. Celui-là, il y a plein de recettes sur du low ABV. Et justement, il y a pas mal de gens qui publient des recettes et ils font en fait tous les styles de bière en low ABV. C'est assez bluffant et ça donne envie. Avec les bases maltais un peu classiques des bières, mais ils réduisent tout simplement les proportions. Et c'est là que je vois qu'ils utilisent aussi très souvent leur levure fétiche, voilà, sans trop de soucis, plutôt en réduisant la base maltais. Et ils arrivent, soi-disant, à des taux d'alcool en dessous de 0,5. Donc, l'avant-dernier. Ouais, le Ultra Low... Non, le dernier, le Ultra Low Brewing. Ouais. Voilà, je tenais à vous remercier pour l'audience et puis merci encore à Marie et Jean-Luc pour l'accueil et puis à Arthur d'avoir enregistré et Benoît aussi sur le podcast. Et puis merci.